Bonjour Mon Christine. dernier film est un documentaire et il se passe à Donetsk, la capitale du Donbass, dans une série de bâtiments qui ont une histoire, qui ont trois vies. Tu peux nous résumer les trois vies du bâtiment qui s'appelle Isolatia? Je vais essayer. Je vais essayer. Le film s'appelle Isolatia, c'est-à-dire que si on traduit en français, ce sera isolation, qui a plusieurs sens. Ce mot-là, en fait, il s'agit d'un lieu, d'un lieu qui était une vie assez longue et assez complexe. C'est-à-dire que ça commence dans les années 50 euh, dans une usine qui produit des matériaux isolants. Et donc, les gens appellent ce lieu-là, cette usine-là, à la façon familière, qui s'appelle isolation. Et le nom reste comme ça. Une fois, c'était inventé, disons, voilà. Et donc, cette usine, elle vit sa vie, une vie soviétique, comme n'importe quelle usine. En plus, c'était une usine assez importante, donc avec beaucoup de personnel, euh, etc. Et jusqu'à l'indépendance de l'Ukraine où tout change évidemment parce que il n'y a plus de financement soviétique. Donc l'Ukraine va trouver de l'argent pour financer euh, la vie des ouvriers, de la production, etc. Et donc il y a la mafia qui arrive, évidemment. La mafia à Donetsk, à Donbass, on sait très bien que ça, c'était très, très fort. La mafia qui commence le partage des biens. Et donc, l'usine, un jour, arrête son activité. Et quand l'usine s'arrête, la fille du dernier directeur, euh, elle transforme euh, les vieux murs, devient un centre d'art qui porte toujours le même nom, donc isolation. Et ce centre d'art à Donetsk, c'est vrai qu'on peut se poser la question en disant, mais bon, qui peut, qui peut s'intéresser à ce centre d'art à Donetsk, même si les gens ne connaissent même pas où se trouve cette ville, de quoi il s'agit, comment, etc. Et pourtant, elle réussit de faire un vrai centre d'art moderne avec des artistes qui viennent du monde entier. Il y a des Chinois, il y a des Belges, il y a des Français, il y a tout. Il y a des Ukrainiens, évidemment. Voilà. Et ça devient un centre d'art très important et vraiment de l'art actuel, ce qui est incroyable. Et du coup, hum, ça devient connu. Ça devient connu à tel point qu'un jour, le centre d'art Isolation est invité à Paris, au Palais de Tokyo. Donc quand même, c'est une reconnaissance de leur qualité. Mais à 2014, tout se bascule complètement. Il y a des séparatistes de Donetsk avec les forces pro-russes, etc., qui prennent ce centre d'art, qui cassent tout et qui installe là-bas, dans les vieux murs comme ça, il installe vraiment le camp de concentration qui va devenir une prison, qui est prison, vraiment une prison, et qui va devenir le centre de torture abominable, énorme, et comme on dit, le plus grand de toute l'Europe. Voilà, ça c'est trois étapes de la vie de cette isolation. Donc cette dernière étape dont tu parles, pendant la guerre du Donbass qui commence en 2014, euh, en fait un territoire sans loi, sans foi ni loi. Euh, les gens qui torturent, ce sont en fait des Ukrainiens, ça c'est les voisins des autres, c'est des séparatistes qui sont pro-russes mais ukrainiens. Donc, je- C'est ça, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est, il faut vraiment nommer les choses comme elles sont, parce que sinon on ne comprendra jamais ce que s'est passé. Et ça aussi, comme dans le film que je fais précédemment, ou le film La cacophonie du Donbass, la propagande a joué un rôle énorme. C'était un tel lavage de cerveau que vraiment, ça fait naître vraiment le séparatisme. Voilà, et c'était les gens du coin au début.
Après, c'est les Russes qui commençaient à arriver massivement, mais c'était déjà la guerre. Mais au début, ça commence comme ça. Et donc, et ils sont, d'abord, c'est une prison. En plus, au début, c'est une prison, disons, pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des règlements de compte, il y a plusieurs choses avant que ça devienne vraiment très politique et que, on arrête des gens comme dans les années 30, on les kidnappe dans la rue, on les jette dans cette prison-là pour une seule et unique raison, parce qu'ils sont ukrainiens. Tu Là, interviews une dizaine de personnes, des hommes et des femmes qui ont passé du temps dans ce lieu. Et tu les interviews dans un endroit sombre et qui a l'air euh, cassé et où on a l'impression d'avoir très froid. Ce choix, ce n'est pas à Isolatia, mais ça doit ressembler à Isolatia. Explique ce choix. pour que ça soit pas cérébral, pour que ça soit émotionnel, il faut qu'on se mette tous dans les situations qui nous donnent vraiment le froid dans le dos, dans tous les sens. Bon, on tourne en hiver, il fait très froid, et je refuse tout de suite de tourner dans un studio. Je dis ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, oui, bien sûr, on comprend quand les gens racontent les choses, mais si on se met dans les situations, c'est autre chose. Mais j'étais surtout inquiet parce qu'au début, le premier qui est venu, bah, il ne savait pas. Seule chose qu'il savait, je l'ai prévenu tous, que habillez-vous bien parce que il fait très froid là où on va tourner. Et voilà, et quand le premier est venu, dans cet immense hangar que je trouvais dans le centre-ville, à Kiev. Et donc, et le premier qui est venu, tout à coup, je me suis dit, et s'il refuse? Parce que c'est tellement effrayant déjà, cet endroit. Et donc, je vais vers lui en me disant, je suis prêt pour n'importe quelle réponse de sa part. Et là, il me dit, mais ça ressemble énormément à l'isolation. Une des personnes que tu interviews est une femme qui est masquée. Cette femme, elle a accepté et je lui dis que je ferai le maximum pour garantir son anonymat. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'elle porte un masque, c'est pour ça que sa voix est modifiée. Voilà, et ce qu'elle raconte, c'est ce qu'elle témoigne plutôt, c'est effrayant. Voilà. Tu as Et beaucoup coupé dans les interviews, j'ai l'impression. Je suppose que les interviews étaient beaucoup plus longues. oui, les interviews étaient beaucoup, beaucoup plus longues, mais le film ne peut pas être aussi long que le film dure 1h20, donc je pouvais pas garder des témoignages en toute longueur. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, Isolatia, c'est la même chose que dans ce film depuis l'invasion de 2022. Aujourd'hui, on a très peu d'informations. Bon, déjà à l'époque, on savait pas grand-chose parce que les gens, quand on dit qu'il y a des gens libérés, c'est pas tout à fait vrai. Parce que une fois dans l'isolation, tu te retrouves dans l'isolation, tu peux pas être libéré. Tu peux être échangé. C'est le seul moyen de sortir si ton nom se trouve sur la liste des gens à échanger. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils étaient sauvés, je dirais, par cet échange-là. Ce qui se passe, c'est là qu'ils commençaient à témoigner et raconter, parce que sinon, on avait très peu d'informations. Par contre, ce qui, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment le début de la guerre, parce que la guerre dure déjà presque 3 ans, 2 ans et demi. Et donc, la réponse officielle de Moscou, parce qu'ils nient pas qu'il y a l'isolation, qu'il y a cette prison. Ils ne disent pas le centre de torture, ils disent que c'est une prison. Mais en fait, la réponse officielle, qu'il n'y a pas de population civile dans l'isolation. C'est-à-dire, c'est effrayant parce qu'on comprend très vite que derrière cette réponse, euh, il y a l'horreur totale. Tous les civils vont disparaître. Les civils, dans cette situation de guerre, ne veulent pas grand-chose.
on n'échange que des militaires et les civils, non. C'est pour ça que cette femme qui témoigne, qui témoigne avec le visage couvert et tout, parce qu'il y a quelqu'un de ses proches qui se trouve là-bas. Je ne peux pas dire plus. Voilà. Il a été décrit comme le plus grand centre de torture en Europe, mais il y a aussi dans chaque grande ville du Donbass des lieux de torture similaires. Tout à fait, tout à fait. Parce que chaque fois, quand il y avait euh, des, des, des villes, des villages libérés par les Ukrainiens, bah, ils trouvaient des endroits, des chambres de torture pratiquement partout. Et là, il y avait des témoignages des gens qui ont passé par des tortures comme ça. Et on peut dire vraiment comme si l'isolation était une matrice de cette horreur-là. Euh, un ex-détenu qui est dans le film, il m'avait dit que chaque fois, quand il passait pour travailler, il traversait, bon, il y avait un petit chemin et tout, et il y avait un puits. Et il a dit, on ne pouvait pas passer à côté parce qu'il y avait une odeur absolument incroyablement étouffant, horrible, etc. Parce que on jetait des corps dans le puits. Et il dit, je ne sais pas combien des gens ont fini leur vie dans ce puits-là. Dans le film se fait en trois parties. Il y a d'abord la partie qui parle de l'usine, et puis alors du centre d'art contemporain, et puis et finalement du centre de torture. Et dans les trois parties du film, tu donnes beaucoup de place au son, à la musique. Dans la partie finale, le son, c'est aussi le son des gens qui crient, qui sont torturés. C'est le son du scotch qu'on attache, qu'on enroule autour des gens pour qu'ils ne puissent pas bouger pendant la torture. Donc, parle-moi du son, en fait, parmi... Dès le premier jour de tournage, la première personne que j'ai rencontrée, qui m'a parlé du scotch. Et là, je suis resté vraiment la bouche bée parce que c'est en détail. On ne peut pas imaginer les choses pareilles. C'est quelque chose qui est tout à fait. Le scotch quotidien qu'on utilise, ben, on colle des colis, on colle des trucs, etc. Et tout à coup, c'était vraiment pour coller des gens sur les tables de torture avec le scotch, avec ce craquement du scotch. Et là, après, pratiquement tout le monde me parlait de ce son-là. Et en fait, eux qui vivaient dans les cellules, ils ne voyaient pas grand-chose. Bon, il y avait quatre murs, c'est tout. Et quand quelqu'un entrait dans leur cellule, c'était obligatoire de mettre des sacs sur les têtes, etc. Donc, le son, c'était seule l'information qu'il avait. Et donc, ils savaient que dès qu'il y avait un craquement, ils étaient tous prêts pour des horreurs. Puis après, il y aura des cris, et ils savaient déjà tout. Le caractère de ce son-là, c'était très parlant. Une Ou, comme femme il dit, parle du fait qu'elle mettait les mains sur les oreilles pour essayer de ouais, boucher, ouais, parce que c'était bloquer. insupportable. Comme ils disent, on avait l'impression comme si on écorchait quelqu'un à vivre comme ça, mais vraiment comme on levait la peau. Il dit, personne ne peut hurler comme ça. Un être humain ne peut pas. Qu'est-ce qu'il faut faire avec un être humain pour qu'il crie comme ça? Ton film est maintenant diffusé, va être diffusé dans divers pays en Europe et aussi en Ukraine. Tu as eu certaines difficultés, je pense, avec la censure ukrainienne. Tu peux nous parler de ça? Malheureusement, oui. Malheureusement, j'ai eu quand même des problèmes. Et je te remercie parce que tu m'as aidé. Et je remercie les frères Dardenne qui ont écrit une lettre pour m'aider. Et Charlie Hebdo aussi, qui a publié une interview avec moi euh, pour la liberté de parole, pour la liberté de d'expression. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça, ça touche beaucoup l'histoire de l'Ukraine. Parce que il faut présenter les choses à la façon très idéologique et très propre.
Voilà. C'est-à-dire que, comme si le passé de l'Ukraine était absolument parfait, comme si l'Ukraine ne faisait pas partie de l'Union soviétique, ce qui est tout à fait faux. Moi, je pense que, bien sûr, je suis tout à fait conscient que pendant les guerres, il y a des choses euh, stratégiques qu'on ne doit pas divulguer. D'accord. Mais toutes mes images sont passées pratiquement par la censure militaire. Et donc, tout ça s'est passé, c'était pas interdit de montrer. Donc, la question, c'était l'interprétation. Mais l'interprétation, c'est c'est vraiment, c'est même pas à double tranchant. C'est, on peut pas propager des mensonges. C'est pas possible. Parce que l'histoire de l'Ukraine est dramatique, difficile. Il faut parler. On ne peut pas interdire. On ne peut pas dire que tout ça, c'était rose, formidable. Ah, et la réponse très simple. Si tout ça, c'était rose et formidable, pourquoi les gens sont sortis dans les rues et deux fois dans l'histoire de l'Ukraine, il y avait le Maïdan? Parce que j'ai résisté, parce que j'ai osé de dire non à 17 pages de remarques qui étaient faites pour la première partie. Partie, le ton ironique où tu te moques un peu de la propagande, tu te moques même beaucoup de la propagande, était vu comme soviétique, je veux dire, était vu comme pas nécessaire, blasphématoire. Oui, un peu comme ça, et surtout, il faut dire que la censure, dans plusieurs étapes de l'histoire de l'Ukraine, euh, c'était poser des questions à la façon suivante. Le peuple ne comprendra pas. Aujourd'hui, c'est plus facile, c'est plus délicat. Disons que nos spectateurs ne comprendront pas. Bah, je me pose la question, et pourquoi vos spectateurs ne comprendront pas? Pourquoi vous êtes sûr? Pourquoi vous, vous comprenez et les autres ne comprennent pas? Moi, j'aimerais bien aussi savoir pourquoi. Mais ça s'appelle la censure. Au début, voilà. Après, c'est vrai, il y avait des gens qui sont venus et je remercie tout le monde qui m'aidait pour insister. Euh, Finalement, le film était diffusé à la télé et comme par enchantement, tout ce qu'il disait, ça a disparu. Voilà. Et que, et le film, aujourd'hui, on le montre dans les festivals. Euh, c'est la chaîne qui montre le film, mais je suis jamais au courant de la vie de ce film-là. D'accord. Ils t'ont mis un peu de côté en quelque sorte pour... Ils m'ont mis complètement d'à côté, comme ça, que bon, voilà. Comme si le film n'a pas d'auteur, comme si le film il est apparu, je ne sais pas comment. Voilà, c'est comme ça. Écoute, voilà, je crois que c'est parfait.